Bonjour, chers amis, frissonnants de peur, bienvenue dans le théâtre du crime. Je vais, en me fondant sur ma modeste expérience, vous raconter au fil du temps plusieurs histoires criminelles exemplaires, desquelles on peut tirer des leçons sur la société, sur la justice, sur la vie. Aujourd'hui, je vais vous narrer la terrible et triste histoire du docteur Pierre Bougrat. Nom oublié, pas pour tout le monde, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Alors il faut, pour entrer dans cette histoire, s'introduire dans la machine à remonter le temps et se retrouver dans les années 1920 à Marseille. Ville interlope sur laquelle Albert Londres a tant écrit dans son livre « Marseille, porte de l'Orient », ville où arrivent les quatre coins du monde. Dans la rue Sénac, au numéro 37, il y a là un cabinet de médecins généralistes tenu par le docteur Pierre Bougrat. Qui est-il, notre héros, futur héros malheureux? Un médecin généraliste qui tient boutique, mais qui a fait une guerre de 14-18 absolument remarquable, ce qui lui a valu d'être plusieurs fois décoré et notamment de recevoir le 19 juillet 1916 la Légion d'honneur sur le front des troupes. Le colonel qui le décora ne l'oubliera pas et quelque temps plus tard, on le verra réapparaître. Dans cette ville difficile, avec dans la tête cette mémoire des charniers, cette mémoire des horreurs, cette mémoire des camarades éventrés, déchiquetés, ensevelis sous les obus, Pierre Bougrat déambule dans sa propre nuit, dans ses propres cauchemars, et en même temps, dans la nuit interlope, équivoque, dangereuse du Marseille d'alors. Marseille de la drogue, Marseille de la violence, Marseille de la prostitution, Marseille des jeux, enfin, Marseille de l'époque a-t-elle beaucoup changé aujourd'hui? À chacun, de ce point de vue-là, d'apporter son opinion. En tout cas, ce héros, ce médecin, essaye tant bien que mal de s'insérer dans une vie normale, bourgeoise. Il se marie, mais très vite, son mariage dérive parce qu'il n'arrive pas à se stabiliser, il n'arrive pas à domestiquer les démons de cette guerre. Combien comme lui vont vivre pendant des années et des années et des années, et parfois jusqu'à la fin, avec ce cimetière vivant dans leur mémoire. Alors, il sort le soir, il boit, il joue, il s'endette, il a des maîtresses et il fait un soir, à la nuit vacillante, une rencontre avec une jeune femme, prostituée un jour, prostituée peut-être toujours, fort belle, qui s'appelle André Audibert. Retenez ce nom parce qu'il va jouer dans notre histoire une importance essentielle. Je vous le rappelle, elle est belle, elle a été prostituée, elle l'est probablement encore, et elle erre la nuit dans les boîtes de nuit à la recherche d'une rencontre. Et là, elle tombe sur le médecin, le docteur Pierre Bougrat. Évidemment, l'épouse l'apprend et elle divorce. Et voilà notre médecin qui se retrouve un peu désemparé, un peu déséquilibré, et qui fait, pour tenir le coup tant bien que mal, alors que la patientèle est rare, des chèques sans provision. Retenez, le déclic de notre histoire est là. Il fait des chèques sans provision. À l'époque, ce n'est pas une bagatelle, c'est un délit grave. Un samedi 14 mars 1925, un homme qui cherche à passer inaperçu, qui avant de tirer sur la sonnette regarde
à droite, à gauche, s'assure qu'il n'est pas suivi, sonne chez le docteur Bougrat. Le médecin lui ouvre, l'embrasse. Ce sont deux vieux camarades, il s'appelle Rumeb et il vient là voir en catimini, comme dans une catacombe médicale, son vieil ami médecin pour avoir droit à sa piqûre contre la syphilis. Eh oui, ce fameux Rumeb, qui est encaisseur, c'est-à-dire qu'il transporte des fonds, vient ce samedi de récupérer 8 507 francs, je crois, de l'époque, qu'il détient dans une mallette, et il profite de l'occasion pour aller voir son médecin et se faire sa piqûre contre cette maladie dite honteuse qui, avant lui, a frappé Maupassant, Alphonse Daudet et bien d'autres, et contre laquelle, de maladie, le professeur Charcot ne pouvait rien faire sinon prescrire des cures à l'Amalou-les-Bains et des étirements. Donc, Rumeb est là, parle avec son ami médecin et se met en position pour recevoir la piqûre. Il y a comme ça des instants où le destin se joue, décide. Au moment de la piqûre, Rumeb est pris d'un coup de convulsion, il trépigne, se convulse, bave, essaye de parler sans y arriver et meurt. Raide. Il meurt sur le coup. Le médecin est consterné, il ne comprend pas ce qui a bien pu se passer, il regarde gisant à terre le cadavre de son ami. Certes, ce n'est pas un cadavre qui va l'impressionner, il en a vu d'autres, mais ce qui le préoccupe, c'est d'avoir un cadavre dans son cabinet qui va ruiner sa réputation déjà mal en point de médecin. Vous imaginez ce que pourra dire le quartier, puis après le quartier, le voisinage, et après le voisinage, la ville, si on apprend qu'on a trouvé un cadavre chez un médecin. Ça n'est pas bon pour la publicité. Alors, il réfléchit, et puis, en réfléchissant, il voit posée à terre la mallette que transportait Rumeb. Il l'ouvre, il fouille, et trouve à l'intérieur l'argent. D'un coup, il y a un mort qui est mort d'une mort qu'il n'a pas voulu et qui lui apporte une somme d'argent dont il a vitalement besoin pour se tirer d'affaire de tous les ennuis de ses chèques sans provision. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Le docteur Pierre Bougrat est donc là, dans son cabinet, en présence de ce cadavre et de cette somme d'argent qui tombe de l'enfer. Que va-t-il décider? Tout se joue en une seconde. On s'imagine souvent que les destinées des uns et des autres sont le fait de longues réflexions, d'un mûrissement, d'une stratégie, mais non, la vie se joue sur un coup de dé. À ce moment-là, il prend une décision qui va engager sa vie. Il décide de cacher le cadavre dans le placard qui est au-dessus du plafond et de prendre l'argent. Ce jour-là vient de naître, tenez-vous bien, une expression que vous employez peut-être quelquefois sans connaître l'origine, avoir un cadavre dans le placard. Bien évidemment, il est médecin, donc il sait que dans peu de temps, la décomposition fera son œuvre et que l'odeur va se répandre, mais Marseille, à l'époque, est une ville sale. Il y a des rats, il y a des ordures, et la puanteur se répand un peu partout, comme du temps de Boileau dans les rues de Paris. Donc il est relativement serein du point de vue de l'odeur.
Il sait qu'il lui faudra prendre rapidement une décision d'évacuation, mais il se donne 2, 3, 4 jours pour régler le problème. 48 heures après, alors que le docteur Bougra est dans son cabinet, seul, sans aucun patient, et qu'il n'attend aucun patient, on sonne à la porte. Ce coup de sonnette l'intrigue, l'inquiète, parce que, bien évidemment, il n'attend aucun patient. Et quand on a un cadavre dans le placard et qu'un coup de sonnette inattendu arrive, ce n'est jamais très rassurant. Il va vers la porte, avec inquiétude, il ouvre, et il se trouve en présence de 2 personnes. Un homme bien mis de son état, portant une petite mallette à la main, et une femme toute vêtue de noir. Ce sont et le docteur Carrel, un ami de Rumeb, et l'épouse de Rumeb, sa veuve en attente de savoir si elle est vraiment ou pas vraiment veuve. Et là, le docteur Carrel, qui lui était dans la confidence de la maladie, demande à Bougra s'il a des nouvelles de l'encaisseur. La veuve demande s'il a des nouvelles de l'époux. Et Bougra répond qu'il n'a aucune nouvelle et il demande à être tenu au courant et il se propose même, tenez-vous bien, au cas où on découvrirait la dépouille de Rumeb, de faire lui-même l'autopsie. Il est généreux, il est serviable. Le vieux médecin, la veuve, pas encore veuve, mais déjà veuve, s'en vont et commence alors la mise en accusation de Rumeb, qui serait parti pour faire la Java, peut-être à Java, à l'époque on y allait, peut-être ailleurs, à l'époque on y allait aussi, puisque les bateaux qui partaient de Marseille allaient aux 4 coins du monde, en emportant l'argent. Rumeb apparaît comme le voleur qui s'est envolé. Tout va-t-il aller bien pour l'assassin involontaire, le voleur volontaire? C'est que le cadavre se décompose dans le placard et que le voisinage commence quand même à se plaindre de l'odeur nauséabonde qui se répand. Il faut agir vite. Je vous rappelle que Bougra avait fait des chèques sans provision et c'est important dans notre histoire. Alors qu'il est en train de s'organiser pour évacuer le cadavre, il reçoit une convocation d'un juge d'instruction marseillais, M. Laurès, qui le convoque pour répondre de plusieurs émissions de chèques sans provision. Et là, erreur fatale, Bougra ne répond pas à la convocation. C'est vécu par le magistrat, c'est une corporation très susceptible. On dit même que beaucoup de juges le sont parce qu'ils ont besoin d'une greffe d'autorité, d'une greffe de respectabilité, d'une greffe de petits pouvoirs. On sait que beaucoup de juges claudiquent narcissiquement. Bon, et le magistrat en question prend très mal le fait que Bougra n'ait pas répondu. Alors, il envoie un policier vérifier si Bougra est bien absent de chez lui, ce qui excuserait évidemment le crime de lèse-majesté judiciaire. Un policier se présente et qui lui ouvre? Bougra. Le juge d'instruction est donc informé que ce médecin, héros de la guerre, alors que le juge, lui, était un planqué, et il faudra savoir que tout au long de cette période entre les héros et les planqués, il y aura une guerre de réputation qui sera terrible. À ce moment-là, donc, le juge est prévenu que Bougra lui a manqué de respect, comme on dit. Ni une, ni deux, eh bien, il l'envoie en prison.
Et voilà Bougra qui se retrouve à la maison d'arrêt, boulevard Chave, pendant que le cadavre se décompose. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment peut-il s'en sortir alors que pour une histoire idiote de chèque sans provision, pour une négligence, il se retrouve enfermé derrière les 4 murs de la prison Chave et que chaque seconde qui passe, chaque minute qui s'écoule, chaque heure qui teinte, accélère le processus de décomposition et de puanteur qui va se répandre dans l'appartement et le quartier. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, je vous demande là d'être perspicace parce qu'il va se passer quelque chose qui, dans très peu de temps, va faire appel à votre réflexion. Il écrit une lettre à sa maîtresse en lui demandant de bien vouloir aller vivre dans l'appartement et de n'y laisser entrer personne. Je pense, quant à moi, pour avoir lu tous les documents, qu'il met à ce moment-là, parce qu'il y a le parloir, il peut recevoir des visites, et il n'est pas surveillé pour une émission de chèque sans provision comme il aurait été surveillé pour un crime. Je pense qu'à ce moment-là, il met sa maîtresse dans la confidence. On verra si par la suite je me suis trompé ou pas. En tout cas, peu de temps après, alors qu'il est toujours enfermé dans la prison et que sa libération ne va pas tarder à arriver, comme par hasard, et vous allez me dire si vous y croyez, comme par hasard, le commissaire Robert et l'inspecteur Dedieu se présentent au cabinet du docteur Bougra, incarcéré, pour perquisitionner afin de retrouver des chèques sans provision. Vous y croyez? Vous imaginez qu'un commissaire de police et un inspecteur vont aller perquisitionner pour retrouver des chèques sans provision? Non, mais c'est se moquer du monde. En réalité, ils ont été prévenus que quelque chose d'anormal s'est passé dans le cabinet du médecin. Ils sont en train de fouiller. Bon, l'odeur est de plus en plus insupportable. Même si la rue pue, l'intérieur de l'appartement est nauséabond. Ils cherchent, ils s'approchent, ils sont de plus en plus près du placard au cadavre. Vont-ils le découvrir? Vont-ils l'ouvrir? La sonnerie retentit. Ils s'arrêtent et ils vont voir qui sonne, sait-on jamais. Et là, ils se trouvent en présence d'un homme très noble, très digne, d'une très belle allure. Le professeur Bougra, le père, professeur à la faculté de médecine. Le père du commissaire est lui aussi professeur de médecine et il transporte en quelque sorte le respect qu'il a pour son père sur la personne du professeur Bougra. Et il interrompt la perquisition. Mais le lendemain, il revient. Et là, flanqué de 3 magistrats. Vous vous rendez compte? Il est venu une première fois pour une affaire de chèques sans provision, à la recherche de chèques sans provision, et le lendemain, il revient avec 3 magistrats pour perquisitionner. Il y a là André Audibert, bien sûr, et la femme de ménage. Bougra est présent, lui aussi. Donc ce n'est pas rien. Vous n'allez quand même pas me faire croire qu'on a rassemblé tout ce monde, un commissaire de police, 3 magistrats, Audibert, la femme de ménage, Bougra, pour retrouver des chèques sans provision qui sentent tirer le cadavre. Là, il est évident que Bougra a été balancé. Et par qui? Ma réponse, elle est facile à trouver. Je suis persuadé que la fille Audibert, André Audibert, a vendu son amant. Alors le commissaire de police cherche, parce qu'il faut quand même qu'il ait le mérite d'avoir trouvé, vous vous rendez compte,
ce que la presse demain va pouvoir raconter. Le Petit Marseillais, etc., le Sémaphore, enfin tous ces journaux de l'époque. Hein. Et en cherchant, d'un coup, il voit du plafond des gouttelettes noirâtres qui perlent, et au fur et à mesure qu'il s'avance vers le plafond, l'odeur pestilentielle se fait de plus en plus prégnante. Et il ouvre le placard, et à ce moment-là, c'est horrible. C'est un cadavre en décomposition qui surgit, ravagé de mouches, de vers. C'est l'horreur, quoi. Quelle va être la réaction de Bougra? Comment va-t-il réagir en présence de ce cadavre? Le juge d'instruction, les magistrats, les policiers n'en reviennent pas. Ils rigolent. Ils racontent tout simplement que Rumeb s'est empoisonné parce qu'il avait des problèmes avec sa femme. En clair, l'encaisseur est venu se suicider au cabinet du docteur Bougra, lequel, devenant entrepreneur des pompes funèbres en placard, l'a gentiment enterré dans le placard. Autant dire que personne ne peut croire à cette version. Pourquoi ne dit-il pas tout de suite la vérité? Sachez quand même qu'à l'époque, quand un procès pénal commence, il y a au bout, après la pénombre du procès, la guillotine, l'échafaud. Et qu'en ce temps-là, très souvent, on dresse l'échafaud et on décapite, on guillotine. Donc, en adoptant cette attitude, le docteur Bougra prend un risque phénoménal. Pourquoi n'a-t-il pas dit la vérité? On ne le saura jamais, sauf peut-être quand on lira les rapports d'expertise psychiatrique qui diront qu'il a un côté enfantin, puéril, juvénile. Mais jamais on ne pourra expliquer, ni au cours du procès, ni après le procès, ni même maintenant, pourquoi il a donné cette explication absolument aberrante. Et pour son malheur, il tombe entre les mains d'un juge d'instruction, Monsieur de Possel. Il est petit, c'est pas grave. Il est moustachu, c'est pas encore grave. Il est chauve, c'est pas sa faute. Il est vêtu du matin au soir, pas quand il se couche. Il met une chemise de nuit en flanelle, mais dans la journée, il est vêtu d'une jaquette noire. Et attention, quand il déambule, il porte autour du cou toujours un sifflet de police pour pouvoir, en cas de besoin, appeler à son secours les policiers. Non, vous imaginez, le juge d'instruction, il a autour du cou son petit sifflet de police au cas où on viendrait l'agresser. Et il a une passion, le sifflet est historique, hein. C'est authentiquement celui du juge d'instruction. Si vous me croyez pas. Oui, je vous disais donc qu'il a une passion, c'est de tailler les crayons. Il est réputé pour être le roi de la mine pointue. Freud y aurait vu peut-être quelques explications, mais il passe son temps à tailler les crayons. Quand il interroge un prévenu, il taille le crayon. Quand il décide d'encarcérer un accusé, il taille les crayons. Et son dérivatif anodin, c'est d'aller assister au petit matin, quand il y en a, et Dieu sait qu'à l'époque il y en a, aux exécutions capitales. Il y en a qui vont à la corrida,
lui, il va à la guillotine. Mais ce n'est pas tout. Pour terminer le portrait, il passe son temps à fouiller les poubelles pour trouver de quoi donner à manger à ses chats. Voilà le juge d'instruction entre les pattes duquel Pierre Bougra est tombé. On peut admettre que le bref portrait que je viens de faire n'est pas très rassurant, mais vous savez, dans ma longue carrière, j'ai vu des juges parfaits, des juges imparfaits, des juges équilibrés et des juges fous. Le problème, c'est qu'on ne fait pas, du point de vue de la carrière, la différence entre les uns et les autres. Pendant ce temps, Bougra est incarcéré dans sa cellule, dans l'attente de 2 rapports qui vont être déterminants pour lui, le rapport toxicologique et le rapport psychiatrique. Que vont dire les experts psychiatres? Et surtout, tout dépend d'eux. Que vont dire les experts en toxicologie? Vous le saurez la semaine prochaine.